Alors, on va faire ici deux exemples de problèmes avec l'énergie cinétique. Ce que vous allez constater, c'est qu'on aurait pu faire ces exercices-là avec les formules de la cinématique ou avec les forces de la dynamique qu'on connaît déjà. C'est lorsqu'on va pouvoir combiner tous les types d'énergie mécanique que vous allez mieux apprécier cette nouvelle méthode. Alors, je commence par lire mon problème. On dit un jeune conducteur roule dans un quartier résidentiel lorsqu'un enfant sort d'une entrée pour attraper son ballon. Le conducteur applique aussitôt les freins afin d'éviter la collision, sachant que le véhicule a une masse de 1525 kg. Répondez aux questions suivantes. Donc, en A, la question, c'est quelle est la variation d'énergie cinétique si le véhicule allait précisément à 30 km/h? Donc, on va commencer par identifier nos variables. Ici, on connaissait la masse, 1525 kg. On connaissait la vitesse initiale, 30 km/h. Tu vois ici, là, je l'ai directement transformé en mètres secondes. Moi, j'ai utilisé l'analyse dimensionnelle, mais si tu veux utiliser le produit croisé, il n'y a aucun problème. Alors, mon 30 km/h se transforme en 8,3 mètres secondes. Puis, on avait la vitesse finale. Dans le fond, s'il a appliqué les freins jusqu'à temps que le véhicule s'immobilise, la vitesse finale, ça va être de 0 mètres par seconde. Ici, je vais écrire ma formule. Donc, la variation d'énergie cinétique, on a vu qu'il y avait une petite formule qui disait que c'était égal à 1/2 mVF au carré moins VI au carré. Donc, je vais tout simplement aller remplacer le M par 1525 kg. Ma vitesse finale, on a dit que c'était 0 mètres seconde. Ma vitesse initiale, on a dit que c'était 8,3 mètres par seconde. On les met les deux au carré. On rentre dans notre calculatrice et on arrive à moins 5,29 fois 10 à la 4 joules. Donc là, on a une variation d'énergie négative. Ben oui, en fait, là, le véhicule, c'est normal, il a perdu de l'énergie parce qu'au départ, il allait vite, fait qu'il y avait beaucoup d'énergie cinétique. Puis à la fin, une fois qu'il avait terminé son freinage, il y avait moins de vitesse, donc moins d'énergie cinétique. En B, on nous dit quelle quantité de travail mécanique a été effectuée par la friction. Mais dans le fond, qu'est-ce qui a permis au véhicule d'arrêter? On sait que c'est les freins. Puis dans le fond, les freins ont effectué un travail sur le véhicule. La friction, on se rappelle, c'est une force qui va dans le sens contraire du mouvement. Donc, la friction effectue un travail négatif. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé, justement? Une variation d'énergie négative. Fait qu'en réalité, l'énergie qu'on a trouvée en A, le moins 5,3 fois 10 à la 4 joules, ça correspond au travail mécanique effectué par la friction. En C, on demande quelle est la distance de freinage si la friction cinétique maximale est de 5300 newtons. Donc ici, on nous a donné une force. Si j'identifie mes variables, pour l'instant, je connais déjà le travail effectué par la friction. C'est ce qu'on avait trouvé en B, le moins 5,3 fois 10 à la 4 joules. La force de friction, on nous a donné le 5300, mais il faut faire attention ici parce que la friction elle va dans le sens contraire du déplacement. Donc, la force est négative. De toute façon, là, si tu avais oublié ton moins, tu aurais trouvé un delta X négatif. Bon. Fait qu'ici, dans le fond, on utilise simplement la formule du travail. Donc, travail est égal à force fois déplacement. Donc, ça, on va avoir le travail fait par la force de friction. On va faire force de friction fois le déplacement. J'isole mon delta X ici pour obtenir travail W divisé par F. Je rentre mes chiffres. Moins 5,29 fois 10 à la 4 joules divisé par moins 5300 newtons, on obtient 9,99 mètres. Donc, on peut arrondir à 10 mètres. La distance de freinage sera donc de 10 mètres. Question D maintenant. On dit quelle est la distance de freinage si le véhicule allait à 60 km/h au lieu de 30 km/h? Ça, peut-être que si tu as suivi tes cours de conduite, peut-être que tu connais déjà la réponse. Ici, je commence comme d'habitude à identifier mes variables, en fait, ce que je connais. Donc, je connais la vitesse initiale, 60 km/h, que j'ai transformée directement en mètres par seconde, donc 16,6 mètres par seconde. On connaît toujours notre force de friction, moins 5300 newtons. Maintenant, on va avoir la distance de freinage si on est là plutôt à 60 km/h. Fait que j'ai écrit le delta X 60. Un peu comme tantôt, ça me prendrait le travail à 60 km/h. Le travail, dans le fond, pour la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire à 60 km/h, c'est égal à 1/2 fois la masse fois VF au carré moins VI au carré. Donc, je vais aller remplacer ici la masse par 1500 kg, la vitesse finale par 0 mètres seconde. La vitesse initiale, au lieu d'être 8,3 comme tantôt, c'est maintenant 16,6 mètres seconde. Et puis là, on arrive à un travail de moins 2,118 fois 10 à la 5 joules. On voit quand même que c'est beaucoup plus d'énergie. Tantôt, on était fois 10 à la 4, là, on était fois 10 à la 5. Là, comme dans le problème précédent, je vais isoler mon delta X. Et puis, j'arrive à 39,96 mètres. Fait que tu vois ici qu'en doublant la vitesse,
j'ai quadruplé la distance de freinage. Ben, c'est normal, en fait, là, c'est parce que ma vitesse est au carré. Comme tu peux voir, là, le 16.6 est au carré. Fait que si ma vitesse est 2 fois plus grande, ben, c'est normal que ma distance de freinage soit 4 fois plus grande. Et je termine avec un dernier exemple de problème. On dit une voiture de 1500 kg allant à 100 km/h veut en dépasser une autre. Le conducteur accélère pour atteindre 120 km/h. Si la voiture a effectué le dépassement sur une distance de 150 mètres, quelle force a été nécessaire? On néglige la résistance de l'air. Donc, tu vois ici, là, c'est un problème avec des forces et des vitesses. Fait que tu aurais pu faire ça avec la cinématique, là, puis en fait, F est égal à MA tout simplement. Mais ici, c'est pas le but, hein, on veut utiliser l'énergie cinétique. Donc, on commence comme d'habitude avec les variables qu'on connaît. On connaît la masse, 1500 kg. On connaît notre vitesse initiale, 100 km/h, qu'on transforme en mètres secondes. Ça nous donne 27,78 mètres secondes. On connaît la vitesse finale, 120 km/h, qu'on transforme encore en mètres secondes, donc 33 mètres secondes. Et on cherche la force. On a appris que pour transformer une force en énergie, on devait utiliser la formule du travail. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais utiliser le travail pour trouver ma force. Le travail, on sait que ça va correspondre à la variation d'énergie cinétique, puisque le travail fait par le moteur sert à modifier la vitesse du véhicule. On sait que la variation d'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 fois m fois la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré. On sait aussi là, que le travail, c'est égal à la force fois le déplacement. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'isoler la force dans ma formule. Donc, je vais diviser par delta x, tout le côté droit de la formule, et on va avoir 1/2 m fois vf au carré moins vi au carré divisé par delta x. Je remplace toutes mes variables par les chiffres que je connais, et je retrouve comme force 1697 newtons. Alors, on peut arrondir puis dire qu'une force de 1,70 fois 10 à la 3 newtons a été nécessaire pour créer cette accélération-là. Bon, ça fait pas mal le tour pour l'énergie cinétique. Là, tu vois ici, là, on peut résoudre les problèmes avec la cinématique et les forces, mais c'est vraiment pas le but. Là. Fait que même si tu vois que tu peux résoudre un problème de cette façon-là, pour tout de suite, utilise vraiment l'énergie cinétique.